Et bonjour, bienvenue au premier épisode du Shaker Show, qui est le premier podcast qui vous propose de décrypter un petit peu l'actualité de l'entraînement fonctionnel en France et ailleurs. Et comme vous pouvez le constater, pour ce premier épisode, tout est scale. Ok, le micro, je l'ai emprunté à un pote. Le PC, je viens de le bicrave. Ok, on a du mobilier fait exprès, on peut pas faire plus crossfit avec des piles de poids. Par contre, lui, mon invité d'aujourd'hui, il est élite. Si vous n'avez pas reconnu sa frimousse, vous allez reconnaître son pédigré. Il a fait les régionaux 2 fois. Il s'est payé le luxe de finir 9e à la dernière édition des Games en 2019. Et il y a quelques semaines de ça, il est juste monté sur le podium des Dubaï. Cet homme, il est mi-homme, mi-sapin. C'est Willy Jor. Écoute, Will, moi, quand j'ai préparé cette interview, mon but avec ce podcast, c'est d'en faire quelque chose qui puisse aider l'ensemble des gens qui pratiquent de près ou de loin le CrossFit. Et je pense là-dessus, on est raccord. On sait que la compétition ne concerne qu'une seule partie des individus. Ouais, on le rappelle tout le temps, c'est vrai que on en parle beaucoup sur les réseaux, un peu à droite à gauche, on entend parler. C'est vrai que les compétiteurs, on est vraiment mis beaucoup en avant, mais nous, on est juste la vitrine, comme j'ai souvent tendance à le dire. On est juste la vitrine et derrière, il y a une grosse communauté de gens passionnés, avec peut-être des niveaux un peu moins bons, mais qui forment la vraie communauté et qui sont là bien plus nombreux que nous. Donc c'est important de le rappeler. Cool. Première question de ce MOM, façon pure WOD à l'ancienne, à la minute numéro 1. Première question, Willy, c'est qui le salaud qui t'a mis au CrossFit et à cause duquel je peux plus faire genre que je suis balèze sur Instagram? Ah bah c'est pas un salaud, c'est une, mais je le dirai pas parce que j'ai beaucoup trop de respect pour elle, c'est Carole Castellani. Du coup voilà, je pense qu'il y en a qui connaissent un peu l'histoire. J'étais au Loup Rugby avec elle, c'était ma préparatrice physique à l'époque au centre de formation. Et elle était déjà elle connaissait déjà un peu le CrossFit et donc elle nous avait déjà un peu initié, elle nous en avait parlé. C'est grâce à elle que j'en ai entendu parler pour la première fois. Et donc c'est elle qui a, on va dire, semé les petites graines du CrossFit dans mon esprit et qui un jour m'ont permis de franchir les portes d'une affiliée. Quand est-ce que toi, t'as eu un déclic et que t'as compris que ce que t'allais faire dans cette activité, c'était de la compète? Je suis un compétiteur dans l'âme, hein. De toute façon, je pense que tu le sais. J'ai toujours fait de la compétition dans tout ce que j'ai fait. J'adore le défi, le challenge. Et donc, pour moi, c'était une formalité. Après, tout le monde est différent. Pour moi, c'était une formalité. Mais pour qui veut très bien faire du crossfit sans faire de la compétition, ça va très bien de pair. Et voilà. Donc, moi, c'est vrai que je me suis tout de suite tourné vers la compétition. J'ai tout de suite fait ma première compétition, qui était à l'époque les Belgian Throwdown. Voilà, où je me suis. Ils vont le rappeler parce que s'ils étaient là, ils l'auraient rappelé. Où je me suis fait battre par Antoine Gasparini et Guillaume Manoa. Ils aiment bien le rappeler. Donc voilà, c'était une très bonne époque. Ok, donc toi, en fait, comme Naruto, directement, t'as toujours su que t'allais devenir maître Hokage, quoi. Ah non, pas du tout. Au début, c'était vraiment faire de la compétition pour me tester, pour aller essayer de repousser mes limites. Puis après, de fil en aiguille, je me suis laissé prendre au jeu. Et c'est vrai qu'on y met plus d'investissement au fil du temps. On se laisse prendre au jeu. C'est ça vraiment l'expression. Et voilà, je suis tombé dedans. C'est Obélix, le mec. La plupart des gens que j'ai rencontrés après les CrossFit Games, quand ils ont parlé des Games et de ta prestation, eux, ce qu'ils ont toujours eu à l'esprit, c'est « Oh ouais, Willy, le Wood, où il a battu un tel ou un tel. » Je vais pas donner de nom, parce que je veux pas t'attirer d'ennemis, mais on pense tous à ce fameux Wood, où t'as réussi à mettre la pile à tout le monde avec, tu sais, les chest to bar et les snatch. Moi, je me demandais, pour toi, c'est quoi le vrai souvenir que tu vas retirer des Games? S'il y avait une expérience, un moment, qui t'a vraiment marqué? C'est tout simple. C'est rien à voir avec ce fameux bicouplet des games, c'est juste le simple fait que ma mère était là et du coup, comme un exemple, je suis pas concentré sur un seul WOD, mais ma mère était là et ça m'a fait vraiment plaisir. Et par exemple, pour le marathon row, elle est restée, je pense que c'est une des rares à être restée pendant les 3 heures. Donc voilà, ça m'a fait plaisir qu'elle soit là et qu'elle partage ces bons moments avec moi et avec ma chérie Amélie et mes amis. Ouais. Aussi en tant que juge, c'était le meilleur souvenir, le marathon rameur. Je sais que c'était aussi dur pour vous, pour nous. On va passer les détails, mais on s'est posé beaucoup de questions sur les fluides qui ont été nettoyés près des rameurs à la fin de l'épreuve. On ne peut pas exactement savoir ce que c'est, mais c'était assez violent. Mon autre question, c'est, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas lorsqu'on est même spectateur à la compétition. C'est tout ce qui se passe un peu dans les backstage, etc. Toi, à titre personnel, quand t'es dans le vestiaire, ce qu'on te demande tous, c'est pour ta première participation, tu te sens comment? Comme un invité ou alors t'es vraiment chez toi? Avant les games, j'ai eu la chance d'être un peu m'entraîner avec Laura Horvat et Vellner. Du coup, on était ensemble pendant quasiment, avec Laura pendant quasiment un mois et Patrick, c'était pendant un peu moins longtemps, mais on s'était vu. Donc, il y avait un peu, j'étais avec eux et eux, ils connaissaient déjà un peu tout le monde. Donc, c'était très facile de s'intégrer et c'est vrai qu'on se met vite dans le bain. Au début, on les voit un peu comme avec des grands yeux, se dire ah, c'est lui, putain, je vais regarder ses vidéos, ah, c'est lui, c'est lui. Et au final, après, on se dit bah, c'est un adversaire et c'est des gens comme tout le monde, hein. C'est des gens très simples et je vous dis, j'en connais beaucoup plus qui se prennent plus au sérieux et qui n'ont pas leur niveau. Et c'est les gens,
comme pour citer que Fraser ou Patrick Vellner ou Fitkowski, ça, c'est des gens très simples et qui ont vraiment les pieds sur terre. Et voilà, c'est des gens comme nous. Il n'y a rien de plus à dire. Ok, je comprends. L'autre question, c'est celle aussi qui brûle un petit peu la bouche de tout le monde, puisque on est quand même dans un milieu où, moi c'est mon avis, on est souvent limité par sa propre perception du réel, et dès qu'on est face à quelqu'un qui est plus intelligent ou plus performant que nous dans un domaine, ou plus beau, okay, toujours ça soulève des questions. Donc moi la question, je vais te la poser de manière directe. À quoi tu tournes, Will? Qu'est-ce que tu prends pour être aussi fort? Ah bah, les produits BNN, vous pouvez les trouver sur le site. Du coup, c'est vrai que on en parle souvent entre nous, mais ouais, c'est vrai que dès qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose dont on n'est pas capable, on a souvent tendance à prendre le raccourci de se dire ah bah c'est qu'il a eu une aide qui n'était pas forcément légale ou autre chose pour le dopage et compagnie. Et c'est vrai que c'est dommage, c'est très restrictif. Après, je me voile pas la face, je sais très bien qu'il y en a qui franchissent les limites à pas franchir et ça tout le monde en est conscient, mais j'espère et je crois vraiment que le système est en train de s'améliorer et qu'ils vont tomber tôt ou tard et je le souhaite vraiment. Là, parce que j'en parle pas parce que du coup on me pose pas la question ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que depuis les Games, CrossFit a mis en place un système de contrôle inopiné des antidopage. C'est-à-dire qu'on a des périodes, par exemple moi j'avais une période qui était de début novembre à mi-décembre où je devais tout le temps signaler à l'endroit où j'étais, etc., etc. Si je ne le signalais pas, du coup, et qu'il se pointait à l'endroit, par exemple, si je me signalais à Paris et qu'il se pointait à Paris et que j'étais pas là, du coup, ça faisait un no-show et du coup, ça m'assimilait comme dopé. Et donc, il y a tout un système, on a une clause à signer pour accepter, si on fait un no-show, d'accepter d'être assimilé positif. Et cette période, elle a été reconduite après Dubaï, du coup, jusqu'au 31 mars. Donc voilà, jusqu'au 31 mars, à chaque fois que je bouge, je dois envoyer un mail à une adresse mail de référence et lui dire où je suis, jusqu'à quand, de telle heure à telle heure, etc. Donc c'est chiant, c'est vrai, je suis le premier à le dire parce que c'est des fois on se dit, mais au final, c'est pour lutter pour un sport plus clean, plus propre et je trouve ça vraiment bien. Et je suis persuadé qu'on va continuer à épingler les tricheurs et à rendre ce sport plus propre et à casser cette image où on a un peu des physiques de Golgoth et de dire rapidement, ah bah lui, il tourne à quelque chose qu'on n'a pas. Voilà. Glassman, il a une expression, il a dit que les humains seraient prêts à mourir pour des points. Okay. Et pour avoir fait 3 semaines de latin avant de me faire virer de ma classe, j'ai vu que competitio en latin, c'était la capacité de s'opposer aux autres, okay, s'opposer à la concurrence. Et c'est pour ça qu'on peut considérer, à mon humble avis, que tu es l'un des meilleurs compétiteurs qu'on ait en France, que tu as démontré cette aptitude-là. Moi, la question que je me pose, c'est ta compétitivité à toi. Parce que j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas que dans les 4 murs de la boxe, okay, que tu avais ce truc-là en toi. Est-ce que tu sais un peu d'où est-ce que ça vient et en quoi ça t'a poussé? Ah bah c'est très, très simple, hein. Je suis pas un mauvais perdant, mais c'est sûr que j'aime pas perdre. Et dans tout ce que je fais, après, je prends des fois à la rigolade. Hein, Amélie, c'est la première, elle le dira. Hein, dans tout ce que je fais, j'ai toujours ce petit aspect compétition challenge. Et donc, j'essaye de toujours, même, tu vois, une petite partie, on va faire n'importe quoi. Un billard, un baby-foot, une connerie comme ça, un bowling. Au final, ça va se transformer en compétition, qu'on le veuille ou pas. Et donc, voilà, mais c'est toujours bon enfant. Et c'est vrai que le CrossFit, moi, ça me permet j'adore la compétition. Comme je dis toujours, je suis un passionné d'entraînement et de la compétition. Et j'adore cette transition où le fait que je sois passionné d'entraînement et ça m'amène à cette compétition où on vient tester pour savoir si notre entraînement était productif et surtout efficient. Donc voilà, c'est quelque chose que j'adore et que je ferai dans n'importe quel sport que j'ai fait, que pratiqué. J'ai toujours été attiré par cet aspect compétition. Cool. Pour toujours parler de l'entraînement, tu as publié il n'y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux une phrase que j'aimerais bien que tu expliques parce que je pense qu'elle va intéresser pas mal de gens qui s'entraînent. Je l'ai trouvée assez évocatrice. Tu as écrit un truc du genre, je vais traduire en anglais de manière un peu littérale, okay, si la cadence que tu as l'impression que tu vas pas la tenir, c'est que c'est sans doute la bonne. Bah, c'est très simple, hein, c'est quelque chose que je dis toujours quand on me demande, parce que moi je l'ai découvert en m'entraînant moi, comme je dis toujours, les conseils que je donne, c'est des conseils que j'ai parce que j'ai fait les erreurs et du coup j'ai appris mes erreurs et donc les erreurs que les gens font devant moi, je les ai faites et j'en ai tiré les conséquences. C'est vrai que souvent on a tendance à se dire ah putain le rythme là je vais pas le prendre parce que j'arriverai pas à le tenir ou quoi que ce soit sur n'importe quel WOD, hein. Mais des fois en fait on se surprend, c'est juste une barrière mentale qu'on a et le déclic on a besoin pour l'avoir il suffit des fois de se dire eh bah ok le pace là je pense que je vais pas le tenir, je vais essayer de le tenir pour voir ce qui se passe. Et en fait des fois tu essaies de le tenir et tu te rends compte que tu le tiens et c'est quand tu te rends compte que tu le tiens que tu te rends compte ah bah, ok j'ai le cœur à 185 pulsations minute. J'arrive pas à respirer, je suis pas bien, mais j'arrive à tenir ce rythme. Mais au final, c'est juste un déclic mental qui te permet, tu sais, ok, quand je suis comme ça, je peux continuer à pousser, je peux continuer à tirer mes barres. Mais avant, je ne savais pas parce que j'avais tout simplement pas testé. Donc, il faut constamment essayer de débloquer ces petites barrières mentales qu'on a et qui nous brident un petit peu, et chacun, parce que des fois,
c'est vrai que c'est simplement des barrières mentales et tirer une barre avec le cœur à 185, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est juste donné à ceux qui l'essayent à la base. Donc dans tous les cas, si on en est capable ou pas, si on n'essaye pas, on ne le saura pas. Donc des fois, ça vaut le coup d'essayer. Après, je dis pas de partir comme un abruti sur tous les WOD, c'est pas du tout ce que je dis. Mais des fois, il faut savoir endurer le mal et l'intensité et savoir connaître son corps et qu'on peut tenir des intensités qu'on ne pensait pas tenir. Ma dernière question pour toi, Will, pas vraiment pour conclure, mais pour apporter quelque chose de concret peut-être aux gens qui s'entraînent, et notamment à ceux qui n'ont pas la chance d'entraîner dans une box affiliée. On sait que tu t'es entraîné pendant longtemps tout seul, okay, et pour m'être entraîné 2-3 fois avec toi, c'est pas rigolo déjà, première chose. Juste avant là. Juste avant. Mais tu as beaucoup travaillé aussi sous la forme de EMOM, et j'aimerais juste que tu expliques la manière dont tu les conçois, pour qu'éventuellement, s'il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui hélas s'entraînent seuls, puissent choper une piste qui puisse les aider dans leur entraînement. Eh ben, c'est tout simple en fait. Là maintenant, c'est vrai que depuis je m'entraîne souvent avec Martin Lavilloni, la ville Lavilloni, et Antoine Gasparini. Donc c'est vrai que c'est cool, on se tire la bourre tous les trois et c'est vraiment sympa. Et même des fois quand on n'a pas envie, il y en a des autres, ils ont envie. Du coup, tu es obligé d'avoir envie. Du coup, ça te tire vers le haut et c'est vraiment cool. Mais c'est vrai que je me suis entraîné souvent tout seul et j'aime bien aussi m'entraîner tout seul. C'est quelque chose, des fois, ça fait du bien de se retrouver. Ça fait toujours du bien, en tout cas pour ma part. Et j'ai toujours fonctionné sur ce type d'EMOM parce que en fait, c'est tout simple, je rapporte toujours au ratio du nombre de reps que tu vas faire par minute. Pour moi, dans les ratios idéaux, c'est une rep toutes les 2 secondes ou déjà c'était à plus d'une rep, c'était à plus de 30 reps par minute, c'est déjà que tu as un gros ratio. Donc ce que je fais toujours, c'est que j'essaie de caler un maximum de reps dans la minute pour me rapprocher de ce 30 reps minute et de me dire, là, il faut que tu conçoives le WOD qui va te permettre de jamais t'arrêter. C'est-à-dire le WOD où tu vas pouvoir presque aller unbroken ou avoir un rythme conséquent et jamais avoir de break où, admettons, tu vas t'arrêter dans ta barre, tu vas dire, ok, là, je récupère pendant 15-20 secondes. J'essaie de concevoir mes WOD de sorte à ce que le nombre de reps soit le bon nombre de reps pour moi pour continuer avec cette intensité pour que le stimulus soit optimal. Et chacun, on a tous des WOD différents et du coup, c'est pour ça qu'entre nous, souvent, on adapte suivant nos capacités. Moi, je suis capable de faire plus de chest que Martin, par exemple, mais lui, il est capable de faire plus de distance à un stand que moi. Donc, on a tous des capacités différentes. Donc, on adapte toujours pour que ton WOD, tu permettes de jamais t'arrêter et d'avoir le bon stimulus et que l'intensité soit au max parce qu'il n'y a pas de secret, hein, c'est là que tu vas avoir les résultats. C'est vrai qu'après, avec toutes ces méthodes qu'on a sur les réseaux, où il y en a plein qui prônent pas forcément de la haute intensité tous les jours, c'est vrai aussi, mais il y a du bon et du mauvais partout. Mais si à un moment donné tu veux faire de la compétition, il faut quand même aller taper dans l'intensité parce que la découvrir le jour de la compétition, c'est pas la bonne solution. Donc voilà, c'est simplement comme ça. Et ce type d'EMOM, tu te bats contre la montre et moi, c'est quelque chose que j'aime bien et avec lequel j'aime bien fonctionner. Cool. Ben voilà, c'était pas trop mal ça pour une première édition du Shaker Show, tu vois, court et efficace. Je voudrais juste remercier du coup Antoine Escrivon de nous permettre de faire ce podcast ici parce que sinon là il me fait des gros fags. Si je parle pas de lui après on se fait engueuler. Bah oui, blague à part. Merci à Eli et du coup je trouve ça son initiative vraiment bien de faire des podcasts sur des sujets un peu différents de ce qu'on voit d'habitude et je pense que c'est le premier podcast du lancé. Inch'Allah.com. Je crois qu'il n'y a pas besoin de le faire, mais je trouvais ça drôle. Bref. C'est ça. Hey.